Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à toutes les personnes qui logent dans la tête de Janus. Janus, c'est vous. C'est le personnage que vous allez incarner ce soir et demain. Nous ne passerons pas à travers toutes les aventures que vous avez vécues, mais il s'avère que par les soins de quelque chose, d'une altération magique, vous vous réveillez un jour au bord d'une rivière, blessé, très mal en point, avec les vagues souvenirs d'une attaque, et surtout le souvenir d'un magicien. Et sa présence dans vos souvenirs s'explique, puisque vous ne savez plus qui vous êtes. Vous n'avez plus de souvenirs. Mais pire, l'absence de souvenirs seule aurait pu être déjà largement suffisant pour ébranler la moindre personne. Seulement, dans votre tête, à la place d'un individu, se partagent 15 esprits dans le même corps. Et c'est ces 15 esprits que vous incarnez, vous, le chat, et c'est pour cette raison que vous guidez le corps de Janus, inconnu, perdu parmi les hommes, qui a d'abord réussi à se sauver en arrachant sa flèche, puis en descendant à travers la rivière à récupérer sur des cadavres qui flottaient au fil des eaux un nombre incalculable d'équipements qui ne lui ont été que d'une très très faible aide au moment de vouloir entrer dans le premier village qu'il voyait. À la fin de la première session, nous avions quitté Stapi, et nous étions entrés dans ce tapis, et le chat avait pu, heureusement, convaincre les gardes de le rouvrir, et vous vous étiez réfugiés, en l'occurrence, dans la magnifique petite taverne, appelée le Grand Perchoir, qui siège au beau milieu de Stapi, et qui est tenue par Agrune, et sa femme, qu'il appelle amicalement la Grande. Tout cela se passait fort bien, et lorsque vous vous réveillez, le matin du 3e jour, vous commencez à vous déplacer dans ce tapis. Très vite, vous vous rendez compte qu'une certaine haine hante les habitants de Stapi à votre égard. Vous apprenez de nombreuses choses, notamment que Stapi est le reste d'une magnifique bourgade, mais que la guerre l'a dépeuplée de tous ces hommes honnêtes, et qu'aujourd'hui, toutes les personnes y vivant sont soit des lâches, soit des déserteurs, soit des gens à qui nous n'avons pas autorisé le port des armes. Nous comptons évidemment les femmes, les enfants, mais également les jeunes enfants qui sont aujourd'hui devenus des adultes privés de père et qui s'organisent en bandes dont vous avez entendu les plus mauvais échos. Ainsi, votre tâche dans ce tapis, et nous avons ici un nouvel élément de gameplay, c'est avant tout de récupérer les informations vous permettant de retrouver le magicien. Ce magicien, vous avez entendu des échos de son passage. La première personne que vous êtes allé voir dans ce tapis, je rappelle, cette personne était donc au moulin, en haut à gauche. Elle vous a indiqué la forte probabilité que ce magicien était la même personne qu'elle avait croisée elle-même il y a quelques semaines, venue lui acheter des potions pour l'aider à récupérer son énergie magique. Il partait sur une route dont elle ignore laquelle. Il avait l'air pressé et inquiet. Voici donc les seules informations que vous avez de ce magicien. Cependant, vous avez aussi l'information que il y avait des gens avec vous et une charrette, un convoi peut-être. À vous peut-être de retrouver les traces de ce convoi dans ce tapis, et l'on pourra éventuellement vous indiquer dans quelle direction est-ce qu'il est parti. Retrouvez le site du crash, le premier endroit, l'endroit où vous avez attaqué, dernier souvenir de votre mémoire, semble être primordial. Vous avez cependant, en discutant avec la meunière, s'étant avérée, non pas la sorcière, mais la thaumaturge, ou du moins la rebouteuse du village de Stapi, vous avez accepté de l'aider contre son aide inconditionnelle en retour, et de l'aider notamment à dissuader un sale gamin. Il s'avère que la majeure partie des jeunes gens, ayant grandi sans parents depuis une guerre qui dure maintenant depuis plus de 20 ans, n'ont pas tout à fait les mêmes mœurs. Et le bourgmestre a éduqué son fils dans une optique particulièrement égoïste. Je suis désolé, je l'use un petit peu parce que j'en suis très fier. Oui, parce que si jamais vous vous posiez la question, c'est moi qui l'ai faite, la carte de Stapi, avec mes petites mains et tout. Le bourgmestre, dont vous ignorez le nom, le bourgmestre de Stapi, ayant profité de sa posture pour envoyer au front le chef de la Syrie, Pied d'Arbre, s'est approprié du même coup tout le territoire. La Syrie, vous la voyez, elle est dans Stapi Est, juste au-dessus de la taverne. Cette Syrie, il l'a donnée à son fils, Harold,
qui profite de son ascendant pour abuser du moins la majorité des jeunes filles de son âge à l'intérieur de Stapi. Vous ne savez pas pourquoi les gardes stationnés à la caserne, du côté de Stapi West, ne font rien. Pourquoi est-ce que l'église, tout en bas, ne dit rien? Pourquoi est-ce que la taverne elle-même se tait? Il semble cependant, à ce que vous avez vu dans le village à la dernière session, que la plupart des hommes en âge de se battre travaillent à la scierie. Vous voyez sur cette carte, que vous a d'ailleurs donné la rebouteuse, une petite cabane en haut de la scierie. Ce petit cabanon de fortune monté sur les collines qui entourent Stapi semble être la garçonnière et l'endroit de tous les larcins et des atrocités que perpètre Harold. Voici donc les informations, et votre quête secondaire est donc de dissuader Harold de recommencer. Vous avez eu malheureusement un aperçu de jusqu'où l'appétit de Harold pouvait aller, puisque la rebouteuse, appelée la meunière et qui vit donc dans les moulins, de l'autre côté de la rivière et de la falaise, vous a montré au-dessus de son plan de travail les outils qui lui ont servi, disons, à soulager certaines jeunes filles de la honte qu'avait pu engendrer Harold, et faute de quoi elle se serait fait bannir de Stapi. Vous n'avez pas une mémoire qui fonctionne comme vous l'espériez, et vous vous débattez avec maintenant 13 personnes à l'intérieur de votre propre cerveau. Cependant, une chose est sûre, à l'évocation des activités de Harold, vous avez eu froid dans le dos et une haine tenace envers ce genre de personnage vous conduit à aider la meunière. Voilà donc pour le résumé des épisodes précédents. Je récapitule aux soins des gens qui ne sont pas encore tout à fait là ou qui arriveraient en cours de route. Votre quête principale. Vous devez retrouver le magicien qui vous a ôté la mémoire. Pour ce faire, vous allez devoir vous balader dans Stapi. Votre quête secondaire, effrayer le fils du bourgmestre. Là où les talents de narration et la préparation de ma session de la dernière semaine ont fait défaut, il est de nature commune d'admettre que la dernière session était moins réussie que la première, j'ai décidé d'être un tout petit peu plus explicite. Vous avez commencé à jouer dans quelque chose de très straightforward, comme on pourrait le dire en anglais. Vous avez un déroulement qui ressemble à une quête qu'on appelle porte, monstre, récompense. Vous êtes sorti ainsi de la rivière, et j'avais décidé pour le deuxième stream de faire quelque chose de plus ouvert. Je le reformule ainsi. Votre quête principale, retrouver le magicien qui vous a ôté la mémoire, et effrayer le fils du bourgmestre. Cependant, il vous faudra récupérer un maximum de ressources dans Stapi en aidant ses différents habitants, puisque chacun d'entre eux peut vous aider. Il faudra que vous fassiez cela une fois, une quête secondaire, une deuxième quête secondaire ou même une troisième quête secondaire, avant que la population ne décide de vous mettre au bûcher. Il est un point que j'ai volontairement omis dans ce petit résumé. La population ne vous aime guère, et ce n'est pas parce qu'elle vous prend pour un brigand, mais elle vous prend pour un démon. Le sortilège que vous a lancé le sorcier, ou l'altération qu'il vous a fait subir, vous laisse dans des états parfois très difficiles à maîtriser. Et alors que vous vous remettiez de la profonde blessure et du grand nombre de sang que vous aviez perdu lors de vos premières nuits à Stapi, vous auriez proféré des phrases en un langage incompréhensible. Le tavernier Agrune, bien que tout à fait dévoué à votre cause, a cru votre dernière heure arrivée, et il a fait venir le prêtre. Le prêtre, reconnaissant ici des sons sataniques, selon lui, s'est emparé d'une torche et a décidé de lancer cette torche dans la paillasse pour, comme il le disait si bien, en finir avec ce démon. Agrune, qui est un tavernier et donc un hôte, avant toute chose, a réussi à vous sauver de cet autodafé presque instantané lors de votre première nuit et que vous dormiez encore. Mais depuis, Stapi vous guette. Et vous ne savez absolument pas quand la révolte éclatera. Par contre, vous savez qu'elle éclatera. Agrune vous avait dit, lorsque vous êtes sorti de la taverne, n'allez surtout pas voir la meunière
et n'allez surtout pas voir le prêtre. Résultat des courses, à la dernière session, le cerveau en pagaille avait décidé d'aller voir la meunière. Vous sentez, quand vous descendez du moulin, une certaine pression autour de vous. Aller voir la meunière n'était peut-être pas une bonne idée, et elle a accéléré les pensées assassines du reste de la foule. Méfiez-vous, peut-être que vous vivez votre dernière journée à Stapi. Si vous voulez faire des choses, empaqueter des provisions, et préparer le départ pour retrouver l'endroit où vous avez été attaqué, il vaudrait mieux le faire vite. Quoi de mieux que d'essayer de récupérer des armes, peut-être les bienfaits d'un cheval, d'un matériel de camping, ou bêtement de quelques rations, si le voyage venait à s'éterniser. Nous revenons dans le temps quelques minutes avant. Eu égard à la fin du stream de la dernière session, j'ai décidé de reprendre au moment où vous quittiez la meunière, après qu'elle vous ait donné, je le rappelle, une petite fiole de feu grégeois. Vous avez effectivement toujours votre dague, le couteau que vous avez récupéré sur le cadavre d'un des bandits et que vous a rendu Agrune. Vous possédez également l'écharpe du mage que vous aviez montrée à la rebouteuse, à l'exception près que la grande, la femme du tavernier, pendant votre absence, a retiré les fils d'argent avec la dague. Peut-être auriez-vous mieux fait de dormir avec. Vous quittez les moulins, tout enorgueilli avec la sensation d'avoir servi à quelque chose, ou du moins d'avoir été écouté. On vous a compris, et pour la première fois depuis que vous êtes réveillé les pieds dans l'eau, vous ne vous êtes pas senti complètement étranger. On ne vous a pas traité de fou, non. La meunière, elle, vous a expliqué que sans doute, cela devait venir du magicien. Et au moment où elle l'a évoqué, vous vous êtes souvenu d'un magicien. Il y avait un magicien, il y avait des flammes. Il faut que vous retrouviez l'endroit où la caravane s'est fait attaquer. Mais trêve de bavardage, il vous reste beaucoup de choses à faire à Stapi, et il est à peine 9 heures. Je vous demande donc de choisir où vous désirez vous rendre. Pour ce faire, je relance un petit résumé de Stapi. Vous pouvez aller voir. Il faut déjà comprendre Stapi comme un village séparé en deux. Stapi Ouest, à l'ouest du Petit Pont, le pont du Bossu, et Stapi Est, à l'est du Petit Pont, le pont du Bossu. Vous avez la possibilité de rester dans Stapi Ouest. C'est donc la première option, se rendre à la caserne pour aller parler aux militaires, à la milice en poste à Stapi. Milice dont vous connaissez déjà deux des membres, le chef de la porte, qui s'appelait Maillard, ainsi qu'un jeune homme qui devait être stationné à une porte à l'extérieur. Il se nommait Ponce et avait avec lui un superbe chien qui n'aurait pas manqué de vous attaquer si vous aviez fait le tour du village la nuit dernière. Vous pouvez également vous rendre à l'église, voir le prêtre qui a tenté de vous incendier. Malheureusement, ceci se serait allé contre l'indication de Agrune qui vous a bien dit « N'allez pas au moulin, n'allez pas à l'église, vous ne feriez qu'attiser la colère des villageois. » Je répète, option 1, à la caserne, option 2, l'église. L'option 3 est de passer dans Stapi Est. Je vous laisse donc voter. Bonjour Docteur Lapinou, un plaisir de t'avoir parmi nous. La caserne est à Stapi Ouest, exactement. Excusez-moi, j'ai eu un doute. Vous avez pour faire ce choix 30 petites secondes à compter de maintenant. Ah, et on sent des velléités d'armement. Peut-être que si la liesse populaire, en tout cas pas l'église, peut-être que si la liesse populaire décide de vous passer par les flammes, mieux vaudrait être armé d'autre chose qu'une simple dague et une fiole de feu grégeois. En tout cas, cela ferait sens. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que vous vous dirigez
vers la caserne. Une toute petite seconde, messieurs, dames. Parfait. Lorsque vous descendez à travers le moulin pour vous diriger vers la caserne, qui est toujours du même côté de Stapi, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer que les cloisons des portes sont toujours entr'ouvertes et se referment à votre passage, que des gens ont fermé les volets, mais vous guettent à travers. La populace, qui était déjà absente des rues, maintenant vous guette à travers les cloisons de leurs maisons respectives. Peut-être n'oseront-ils pas vous attaquer en plein jour et au milieu de la rue. Mais qui sait, à la faveur de quelqu'un qui crierait à mort, ou à la faveur des premières lueurs obscures de la nuit, certains tenteraient peut-être leur chance. Vous arrivez devant la grande porte de la caserne, où vous retrouvez le bon Pons qui, de jour, au lieu de s'occuper de la poterne, s'occupe de la grande porte. Vous lui faites savoir votre envie d'entrer dans la caserne, et il fait une moue étrange. Mais vous ouvre la porte pour vous faire découvrir le magnifique lieu de la caserne de Stapi. Bâtiment antique construit à l'époque de Yor, il s'agit d'une caserne qui avait été commanditée par la capitale. Et vous pensez qu'à l'heure de ses plaines, de sa grandeur, on pouvait stocker ici presque une cinquantaine d'hommes. Là, il s'agit plutôt d'un garde-front où vous voyez 10 lits, qui sont les lits des officiers, mais malheureusement, dans ces 10 lits, seuls 5 d'entre eux ont l'air occupés. La caserne semble clairement à l'abandon, elle s'ouvre en une très grande allée, au fond de laquelle vous voyez, sous un grand dôme, un homme frappé contre des sacs de sable, et à gauche de cet homme, une ouverture dans la paroi montant vers les hauteurs. Ce n'est que la place principale de la caserne, mais tout respire ici une force passée, la grandeur d'un pays qui est en guerre depuis trop longtemps. Votre œil attrape quelques armes qui traînent contre les lits. Il y a des mannequins d'entraînement, vous voyez des caisses encore scellées mais frappées du soda of sort. Que contiennent-elles? Dans ces pierres humides dont la fraîcheur vous convient parfaitement après avoir gravi la colline, vous avancez jusqu'au fond de la salle. Ainsi, au milieu de la map, aussi au milieu, non je ne vais pas mettre la carte en fond, je l'affiche si on la demande. Ainsi, au milieu de la caserne, voici les gens que vous voyez dépasser. Vous pouvez vous adresser à différentes personnes. Pons, qui vous accompagne depuis la porte et qui est à vos côtés. Première option. Deuxième option, vous pouvez vous adresser à Myrine, un jeune homme qui lit dans son lit et dont vous avez vu le grade sur le montant de ce même lit. Vous pouvez aller voir également l'homme du fond, celui qui frappe contre les sacs de sable, en train de s'entraîner avec une grande épée en bois. Et Dieu sait que vous n'aimeriez pas être à la place de ces sacs de sable. Il se nomme Cotter, option 3. Option 4, vous pouvez demander à voir le commandant de la zone. Option 1, s'adresser à Pons qui est à vos côtés. Option 2, s'adresser à Myrine, la recrue qui lit dans son lit. Excusez-moi, ça faisait 2 fois chacal. Option 3, s'adresser à l'homme du fond, celui qui s'entraîne avec son épée contre les sacs de sable. Option 4, demander à voir le commandant. Vous avez pour choisir 1 minute. Bonne chance. Les orthographes sont très bien. Je vous rappelle que vous êtes donc à la caserne
et qu'il va vous falloir décider quel sera votre interlocuteur, puisque c'est bien cela, la recherche d'armes qui vous anime. Myrrine, c'est une jeune recrue qui apparemment est en train de lire au fond de son plumard. Vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu, mais son grade est à l'avenant sur le fronton de son lit. Ah, et nous allons vers la fin de ce vote. Non, vous n'apercevez pas Maillard. Très juste. Alors, vous allez vous diriger vers le poste du commandant. Le commandant en question, vous demandez d'un œil simple, excusez-moi, Ponce, j'aurais besoin de parler au commandant. Il est bien un commandant chez vous. Ponce, un peu gêné, s'accroupit au pied de son chien et commence à lui flatter l'encolure. Sans vous regarder, il hésite. Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'il est là. Qu'est-ce que vous lui voulez au commandant? Pourquoi vous cherchez le commandant? Vous ne voulez pas voir Maillard, plutôt? Effectivement, aujourd'hui, on appelle Maillard. Vous insistez? Vous voulez voir le commandant? Option 1. Ou alors vous dites, mais oui, Maillard. Pourquoi n'irais-je pas voir Maillard? Option 1, le commandant. Option 2, allez voir Maillard. Vous avez... Je rappelle que Maillard est le... Les démons, vous êtes au taquet, ça fait super plaisir. Je rappelle que Maillard est le chef de la porte qui vous a accueilli le premier jour. Vous avez pour choisir 30 secondes. Ça marche super bien, la modération. C'est top. En tout cas, le chef doit être présent. Une garnison de ce type, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez qu'il y a un commandant. Maillard, au moins c'est une valeur sûre. Il vous a déjà aidé par le passé. Mais a-t-il le pouvoir suffisant? Ah oui, Maillard! Maillard est avec le commandant. Oui, le commandant est là, excusez-moi. Il est en haut, au bureau. Vous pourriez y aller avec moi, ou je pourrais vous attendre ici. Vous montez les escaliers, et vous le trouverez là-haut. Est-ce que vous tenez à ce que je vous accompagne? À nouveau, vous le voyez très emprunté. Il aimerait beaucoup vous laisser aller vers le fond tout seul, et vous ne savez pas si c'est pour éviter de croiser le solide gaillard qui frappe les sacs de sable, ou si c'est pour éviter de monter vers le bureau du commandant qu'il ne semble pas craindre, mais qu'il ne semble pas vouloir rencontrer. Étonnant. En tout cas, il est à noter que, sans commandement direct, le camp militaire a l'air particulièrement désert à 9 h du matin. On s'ennuie à ce tapis, ou alors on faiblit. Est-ce que vous insistez pour qu'il vous accompagne et demandez donc à Ponce de venir avec vous en haut, en emportant le chien bien sûr. Est-ce que vous y allez seul et vous assumez que ce sont les escaliers derrière le grand garçon qui tape sur son épée en bois? Ou est-ce que, à l'inverse, vous donnez à la cantonade, mais qui m'accompagnera et m'introduira donc chez le chef? Option 1, y aller en insistant pour que Ponce vienne avec vous, histoire de faire l'entremise. Option 2, y aller seul et passer devant le grand gaillard qui frappe son sac de sable pour monter les escaliers et aller jusqu'au bureau. Option 3, laisser Ponce dans son coin et dire d'une voix forte aux gens présents dans la caserne, mais qui m'accompagnera donc chez le chef? Option 2, je la répète. Dire haut et fort, mais qui m'accompagnera donc chez le chef? Vous avez pour choisir 30 secondes à nouveau. La plupart des votes seront de 30 secondes, hein, je le précise. Puisqu'on veut faire avancer. J'ai envie de donner un peu de rythme. Je ne sais pas si
si ça vous parle. Est-ce que le rythme vous convient d'ailleurs dans le chat, puisque j'ai 30 secondes pour discuter avec vous, là, comme ça, vite fait. Yes, pour l'instant, j'ai pas besoin de machin nouveau micro. Je suis à moins de 100 followers. Ça veut dire il faut vous abonner. Abonnez-vous. Enfin non, suivez. La thune, on s'en fout. Effectivement, emprunter une épée maintenant, c'était pas très discret. Alors, à la fin de ce vote, vous décidez de ne pas déranger plus longtemps et d'aller seul. Vous passez devant le grand gaillard qui se tourne juste derrière vous en retenant son épée à quelques centimètres de l'effigie humaine cachée derrière le sac de sable. Et puis, lorsque vous détournez la tête, comme pour vous donner raison, comme pour vous dire qu'il vous a senti passer dans son dos entre ses épaules, il abat l'épée d'entraînement si fortement sur le pauvre mannequin que l'épée explose, répandant en partie les entrailles de sable du mannequin au milieu de la pièce sur les pierres. Alors que vous quittez la nef principale de cette caserne, non, la caserne est en pierre, Innocide, un magnifique ouvrage que Yor a sans doute dû commanditer il y a quelques années. Vous pouvez d'ailleurs le voir, elle est en pierre, avec un chemin de ronde, tout ce qu'il faut. Au moment où vous passez dans les escaliers, vous entendez la voix de Myrine, le jeune homme qui fait « Ah, Cotter, non, merde, c'est moi qui balaye derrière !» Au moins, maintenant, vous connaissez le nom de tous les gardes. Je serais curieux de savoir si le chat s'en souvient effectivement. Vous arrivez en haut des marches pour tomber nez à nez avec Maillard, qui crache devant la porte en jurant « De Dieu par la Sainte Vierge !» Bon à rien, mais gradé quand même. Il vous voit et se reprend. « Ah, vous avez meilleure mine ! Et qu'est-ce que vous faites ici ? » Votre présence dans la caserne ne semble pas moins le déranger que votre présence devant le bureau de son chef. Il referme la porte et se met instinctivement devant la serrure en croisant les bras. « Tout se passe bien ? J'ai eu pas mal de choses à faire, une vieille histoire de cadavres dans la rivière, si vous voulez tout savoir. Mais cela corrobore ce que vous m'avez dit, et je me fais un plaisir de vous avoir fait confiance cette nuit-là. Tout se passe bien ? Stapi a-t-il le loisir de vous plaire ? Désirez-vous demander à Maillard de se pousser, votre but étant d'aller voir le chef, ou désirez-vous suivre Maillard, puisque c'est lui que vous vouliez voir ? Désirez-vous aller voir le chef, qui se trouve sans doute derrière cette porte, ou commencer une discussion amicale avec Maillard, option 2. Vous avez pour choisir évidemment 30 secondes. Option 2, je le répète, il s'agit de suivre Maillard et de commencer une discussion amicale avec lui. Oui. Maillard, pour ceux qui n'étaient pas là, je profite de ces petites 30 secondes de répit. Stapi me plaît, mais la réciproque est fausse, très juste. Maillard était le garde de la porte. C'est lui qui vous a braqué une arbalète au milieu du front en vous disant que vous aviez l'équipement d'un brigand et que si vous ne faisiez pas séance tenante, montre d'un tout petit peu plus de compréhension, il vous transformait en hérisson. Il s'avère que vous avez su, il y a une semaine, faire preuve de compréhension et il vous a épargné. Ah merde. YouTube, j'ai oublié de mettre du temps pour la VOD, donc je sais pas quand est-ce qu'on a commencé. Est-ce que quelqu'un qui est là depuis le début pourrait me dire à quelle heure on a commencé? Bref, détail. C'était le garde bourré, absolument. Alors attention, les votes continuent. Et voilà, discussion avec Maillard. Alors, vous laissez le chef à 20h30. Merci beaucoup. Donc ça fait déjà 30 minutes, donc nous arrêterons cette VOD dans 10 minutes. Le chat, c'est un plaisir de voir des têtes qui reviennent et des gens concernés par ce qui se passe. Maillard, votre ami de toujours, Maillard. Oui, ça va mieux. Stapi a le loisir de me plaire, mais je crois que la réciproque est fausse. Vous commencez à déambuler dans la caserne, il descend, et lorsque vous arrivez bras dessus avec Maillard, ravi de vous voir, qui vous emmène près d'un petit bureau, dans un coin de la salle principale, vous vous rendez compte de deux choses. Déjà, premièrement, c'est Maillard qui commande. Il n'en a ni la stature, il n'en a ni le galon. Et lorsqu'il sort, on vient lui demander quels sont les ordres de la journée, et au lieu de demander ce que le chef a ordonné, on lui demande à lui, qu'est-ce qu'on fait? Il donne ses instructions, Cotter, en l'occurrence, demande une petite demi-heure pour s'entraîner encore, tandis que Myrine, lui, continue à lire.
Le poste va se lever dans 10 minutes, il râle, mais vous vous rendez bien compte que le véritable autorité du chef, c'est lui. Il demande d'ailleurs où est un autre garde nommé Danton. Donc vous ignorez la présence, et on lui répond que, en l'occurrence, il serait allé aux alentours de l'église, puisqu'on y aurait frappé des coups tout à l'heure, fort contre la porte. Des actions dont vous ignorez totalement la cause. Mais l'homme est ravi de vous voir, et assez fier, pour dire aux gardes « Voyez, c'est l'homme que j'ai sauvé d'une mort certaine. Le pauvre diable avait un carreau dans le ventre, mais cet homme-là a quelque chose de magique, je vous le dis. Et il n'est pas fou. Foi de Maillard. » Myrrine lève un sourcil. Il fait un petit rictus avant de replonger son nez dans son livre, et puis, comme en changeant d'avis, met un signet, se lève et va s'équiper. Vous avez plusieurs options de discussion que vous pourriez aborder avec Maillard. Premièrement, c'est dire « J'aime bien ce tapis, mais la réciproque est fausse. Vous avez vu le coup d'œil de Myrrine ?» En bref, aborder le sujet des hommes du village, ou en tout cas du village qui voudraient votre peau. Option 1. Pourquoi le village veut-il ma peau? Ou en tout cas l'informer que le village veut votre peau. Option 2. Lui dire, sans expliquer les choses, que vous êtes à la recherche d'armes pour continuer votre périple. Il s'agit de l'option 2. Option 3. Vous pouvez lui demander pourquoi la caserne a l'air de tourner au ralenti. Option 3. Pourquoi est-ce que cette caserne a l'air de tourner au ralenti? Et excusez-moi, finalement, une option 4 que je vais laisser le chat tenter de découvrir. Il y a un personnage dans le village dont vous aimeriez bien les informations. Vous pouvez décider d'interroger le garde sur un personnage du village, de ceux que vous connaissez. Je rappelle les personnages dont vous connaissez l'existence dans le village. Il y a la meunière, dont vous pouvez demander des informations, le chef de la caserne, que vous ne connaissez pas, le prêtre, Agrune, le chef de la taverne. Vous pouvez demander des informations sur le maréchal Ferrand, inconnu profond, mais dont sa boutique figure à côté de la taverne et dont vous avez entendu le marteau joyeux frapper. Je vous rappelle également que la fenêtre de votre chambre est juste au-dessus de l'écurie du maréchal Ferrand. Vous pouvez également demander des informations sur le fils du bourgmestre, et vous pouvez également demander des informations sur le bourgmestre lui-même. Donc, quatrième, demandez des informations sur l'un des membres du village. Je vous laisse pour répondre à cette question une toute petite minute. Je rappelle que je vais éviter les choix multiples, mais là, j'étais obligé. Normalement, il y aura plutôt 3 choix ou 4 choix. 4 choix, c'est vraiment rare. Donc, profitez-en. Ah oui, Someone, il a la verve judiciaire et le clavier acerbe. Il est particulièrement efficace. Ça a l'air d'être un coup de guy d'Innocide. Effectivement, c'est potentiellement un cool guy, mais difficile de se fier au cool guy. Surtout dans un village où le prêtre a voulu vous brûler. Vous demandez donc des informations sur les différents villageois. Je vais donc vous demander dans le chat de noter le nom, ou en tout cas la fonction du membre du village dont vous voulez l'information. Je ne vais pas faire de vote pour cela, ce sera trop compliqué. Là, l'occurrence qui apparaîtra le plus de fois sera choisie. Et donc je vous donne un petit 30 secondes. Nous avons un fils du bourgmestre, 2 fils du bourgmestre, 3, le fils du bourgmestre. Quelqu'un veut-il des informations ailleurs? La Louve veut des informations sur le fils du bourgmestre.
Qui dit mieux? Mieux? Embarqué pour la gloire? On fera pas mieux, je pense, hein? Le fiston. Le fiston. Alors, Milos, tu seras le dernier. Et vous demandez des informations sur le fils du bourgmestre. L'homme se tord les mains. Et il vous répond par la question que vous auriez pu lui poser. Ah, le fils du bourgmestre... Vous voyez mon bon Janus? Et il baisse d'un ton. C'est un peu pour cette raison que la caserne tourne au ralenti. Comment vous dire? Notre chef... je ne sais pas exactement pourquoi. Mais il ne peut rien faire. Il a les pieds et les poings liés. Je pourrais vous parler du bourgmestre également. Et c'est sans doute à cause de lui qu'il ne peut rien faire. Le fils du bourgmestre, il bénéficie de la même immunité. Cette espèce de petit salopard a engrossé quasiment de force la moitié des jeunes filles de Stapi. La plupart ont fui à Aufsor, mais Aufsor ne vaut pas mieux pour une jeune paysanne. Alors on fait ce qu'on peut. Elles viennent se réfugier ici. Mais on n'a pas le droit d'entrer dans la Syrie. Nous, les gardes, on n'a pas le droit d'y entrer. Vous savez pourquoi? Vous voyez les lits qui sont là? Et les 5 hommes qui les occupent? Eh bien, les 5 autres, ceux que Aufsor nous a donnés. C'est-à-dire les collègues qu'on a demandé quand on a vu que les brigands arrivaient. Eh ben, le bourgmestre les a rachetés et les a offerts à son fils. Il y en a donc 5 qui se baladent entre la maison du bourgmestre, mais principalement la Syrie, et qui font le service d'ordre, ou plutôt de désordre. Du coup, la Syrie fonctionne, eux, ils s'en mettent plein les fouilles, parce qu'évidemment, vous vous rendez bien compte que le bois, en période de guerre, tout le monde en veut. Et nous, on essaye de dire aux gens de ne pas y aller, mais il a de l'argent, et... En gros, il a une cabane sur les hauts de Stapi, juste derrière la Syrie. C'est là qu'il emmène les jeunes filles dès la fin de soirée. Ensuite, elles viennent se plaindre ici, en pleurs, on les retrouve des fois même maltraitées. On est obligé de regarder avec la guérisseuse si on peut pas camoufler le truc comme on peut. Et notre chef ne dit rien. Il a rien le droit de dire. Et je sais pas pourquoi, il a baissé les bras. Pourtant, à l'époque, quand il est arrivé, avant que le bourgmestre soit au pouvoir, il avait une forte envie d'éliminer les brigands lui aussi. Ceux sans doute à qui vous avez affaire. En gros, il s'agit d'anciens gradés. On les appelle les médaillés vert de gris. Vous vous souvenez de la cape que vous aviez sur vous et qui vous a failli de peu un nouveau nombril au milieu du front? Ben voilà, c'est cela. Ça vient de la couleur que prend le bronze lorsqu'il vieillit, lorsqu'il se tarit. C'est des soldats qui ont quitté la milice et qui ont décidé de faire bande à part. Ils n'ont pas rejoint les gardes rouges, non, non, ça au moins on doit le respecter. Mais depuis quelque temps, ils sont partout, ils bougent tout le temps, et ils deviennent de plus en plus violents. On en voit beaucoup autour du village. Et je me demanderais même si le bourgmestre ne trafiquerait pas quelque chose avec eux. Enfin, vous m'avez demandé des informations sur le fils du bourgmestre. Eh ben, j'en ai pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un alcoolique, un peu comme tout le monde ici à Stapi. Que la cabane qu'il a là-haut est complètement impossible d'accès, à moins de gravir la falaise depuis les moulins. Mais encore faudrait-il que l'espèce de sorcière qui vit là-haut ne le permette, ou en passant par la porte principale. Vous pourriez vous engager, cela dit, vous avez le bon âge. Mais méfiez-vous, les coups de fouet volent vite. Moi, j'ai pieds et poings liés. Je ne peux rien faire contre Harold du Bois d'Amont. Mais si vous pouvez faire quelque chose, je vous en serais très reconnaissant.